Ici, un homme désespéré tente une ultime manœuvre pour sauver son identité royale avant que son frère, le prince William, ne la lui retire définitivement. La monarchie britannique a survécu aux guerres, aux abdications et à des siècles de scandales. Mais aujourd'hui, en février 2026, une crise couve au palais, si violente et si grave sur le plan constitutionnel que même les historiens royaux les plus chevronnés sont contraints d'employer des termes inédits. Le prince William a émis un ordre, non une requête, mais une directive. Il exige une analyse ADN complète et certifiée par la couronne d'Archie Harrison, de Mountbatten, à Windsor, l'enfant que Harry prétend être son fils et que Westminster refuse de reconnaître officiellement sans confirmation indépendante. Cette affaire mêle des mémorandums complexes et confidentiels, des transferts financiers surveillés par des sociétés écrans, des analystes du MI6 et un document juridique de 72 pages que l'équipe du prince Harry pensait capable de résoudre tous leurs problèmes. Au lieu de cela, il a déclenché une crise constitutionnelle qui menace de déchirer la famille royale comme on n'en a pas vu depuis plus d'un siècle. Laissez un commentaire avant de poursuivre. Le prince William est-il un défenseur de la monarchie ou un frère qui instrumentalise la bureaucratie? Nous examinerons toutes les réponses. Le dossier qui a déclenché la polémique. Par une grise matinée de février, le 12 février précisément, Buckingham Palace publiait un communiqué officiel. Le langage était mesuré, délibéré et calculé, mais le sens caché derrière cette formalité royale était sans équivoque. Le Prince William a officiellement refusé d'autoriser le test ADN privé du prince Harry. Réfléchissez-y un instant. Harry n'a pas annoncé à la légère que ses enfants étaient de sang royal. Il a constitué une équipe juridique. Il a commandé une analyse scientifique. Il a rassemblé un dossier de 72 pages et l'a officiellement soumis à Clarence House. Ce dossier comprenait, semble-t-il, un test ADN réalisé par un laboratoire californien confirmant la paternité de Harry et d'Archie avec une probabilité supérieure à 99,999%. Il contenait également une déclaration sous serment de Meghan Markle détaillant sa grossesse entre 2018 et 2019. Le dossier comprenait aussi des échographies réalisées par un obstétricien privé de Beverly Hills, une copie de l'acte de naissance d'Archie et une déclaration notariée d'un employé d'hôpital. L'intention était claire. Archie et Lilt seraient réintégrés comme membres officiels de la famille royale, ce qui leur permettrait de la rejoindre et de bénéficier des privilèges qui en découlent. À un moment où Harry aurait exprimé le désir de retourner au Royaume-Uni après sa douloureuse et très médiatisée séparation d'avec Meghan. Il ne s'agissait pas d'une demande anodine. Elle était légale, bien argumentée et présentée avec professionnalisme. Et William a refusé. Non pas avec ferveur, ni avec l'hésitation fraternelle, mais avec sang-froid et curiosité. Quelques heures après avoir reçu les 72 pages de documents, William a convoqué à nouveau le Conseil souverain de sécurité, CSSS. Ce conseil n'est pas un organe constitué au hasard, mais un organe consultatif jusque-là inactif, composé de juristes, d'experts du renseignement et d'archivistes royaux, dont la seule mission est d'évaluer l'intégrité de la famille royale en temps de conflit. Le simple fait que William l'ait réactivé en dit long sur le sérieux et la méfiance avec lesquelles le palais envisage la passation de pouvoir de Harry. Puis vint la pause royale. Le cabinet de Williams suspendit officiellement le processus d'intégration d'Archie, invoquant de graves irrégularités et des conflits non résolus, une expression devenue synonyme de crise. Quelles irrégularités? Quel conflit? C'est là qu'intervient le dossier sanglant. Le dossier sanglant, 6 signaux d'alarme que le palais ne peut ignorer. Des sources internes ont déjà révélé les raisons exactes des réserves de Williams. Le Note interne, désormais connu sous le nom de dossier sanglant, ressent 6 points précis qui suscitent l'inquiétude. Il ne s'agit pas de rumeurs, mais de raisons documentées et officiellement déclarées, expliquant pourquoi l'héritier du trône britannique a placé les enfants de ses frères et sœurs sous surveillance. Le premier signe alarmant concerne les photos de grossesse. Plusieurs photos de Meghan Markle durant sa grossesse montreraient des différences considérables de taille de son ventre, même prises le même jour. Il ne s'agit pas d'une simple différence, mais d'une différence significative. L'équipe de communication du palais a analysé les photos pour déterminer leur date de prise de vue et a conclu que l'angle de la photo et les différences vestimentaires ne suffisaient pas à expliquer ce qui y figurait.
L'hypothèse, aussi étrange que cela puisse paraître, laissait entendre que les objets sur les photos pourraient être des prothèses. Aujourd'hui, en 2019, cette idée est largement rejetée comme une campagne de diffamation misogyne et raciste. Et pour beaucoup, elle l'est encore. Mais au sein même du palais, le débat n'a jamais cessé. Et maintenant, c'est officiellement ouvert. Deuxième avertissement. Les dossiers médicaux royaux sont introuvables. Lorsque Catherine, princesse de Galles, a donné naissance à George, Charlotte et Louis, elle a fait établir des certificats de naissance signés par les obstétriciens royaux, Sir Marcus Settle et le Dr. Guy Thorpe Beeston. Ces documents, conservés aux archives royales, sont considérés comme des dossiers médicaux officiels et vérifiés. Il n'existe aucun document de ce type pour la naissance d'Archie. Aucun certificat signé par les médecins royaux n'a été établi. Les rapports hospitaliers finaux ne se trouvent pas non plus aux archives royales. Rien. Troisième signal d'alarme. L'acte de naissance modifié. Celui-ci est particulièrement frappant. L'acte de naissance d'Archie a été modifié près d'un mois après sa délivrance. Le nom Rachel Meghan Markle a été remplacé par Son Altesse Royale, Duchesse de Sussex. L'équipe de Meghan a affirmé qu'il s'agissait d'une modification ordonnée par le palais, mais l'entourage de William l'a qualifiée d'inédite et d'inexplicable, soulignant notamment que le nom complet de Catherine était resté inchangé sur les actes de naissance de ses 3 enfants. Qu'est-ce qui a distingué Archie des autres? Quatrième point d'interrogation. La photo prise au château de Windsor. La première photo publique d'Archie au château de Windsor fait l'objet d'un examen minutieux depuis des années. Des experts en éclairage ont affirmé qu'elle avait été prise avec du matériel de studio. Selon des sources internes, le personnel du palais a décrit la composition comme plus moderne que d'habitude. Les photographes traditionnels ont été complètement exclus de l'événement. S'agissait-il simplement d'une décision familiale privée visant à garder le contrôle de leur histoire, ce que tout parent souhaiterait, ou y avait-il une raison pour laquelle la couverture médiatique habituelle a été délibérément écartée? Cinquième point d'interrogation. L'accord à l'amiable de 499 900 $. En mai 2019, 5 jours avant l'annonce publique de la naissance d'Archie par le palais, un virement de 499 900 $ a été reçu de la société Archwell LLC et transféré à un centre de santé reproductive discret situé près de la frontière mexicaine. Cet établissement est réputé dans les milieux médicaux huppés pour ses services de gestation pour autrui, notamment auprès d'une clientèle étrangère fortunée exigeant une discrétion absolue. La transaction a transité par 2 sociétés écrans, l'une au Delaware et l'autre aux îles Caïmans, avant d'être transférée sur un compte numéroté au Mexique, lié à la société Holding for Scana Biamb SA. Nous souhaitons vous poser directement la question. Ce circuit financier vous inquiète-t-il ou pensez-vous qu'une explication totalement anodine soit possible? Partagez votre avis dans les commentaires. Alert numéro 6, notes cryptées. D'anciens analystes en cybersécurité du MI6, travaillant désormais pour le département de la confidentialité présidentielle, ont découvert que la transaction Archwell contenait des notes cryptées faisant référence à un accord de confidentialité entre la clinique et un tiers. Ces notes ont été officiellement classées comme preuve d'un accord de confidentialité relatif à une gestation pour autrui. En bref, un accord de confidentialité relatif à une gestation pour autrui. 6 signaux d'alarme. 6 questions sans réponse et une décision qui a placé 2 enfants au cœur de la plus importante bataille constitutionnelle de l'histoire moderne de la famille royale britannique. Le laboratoire californien et le courriel qui a tout changé. Si les données de filiation correspondaient, l'étape suivante était cruciale. Au cœur du test, ADN de Harry se trouvait Horizon Gene Diagnostics, une société privée de tests génétiques basée à Santa Barbara, en Californie, à moins de 30 minutes du domaine de Montecito dans le Sussex. Selon les avocats de Harry, le test ADN a été réalisé mi-janvier 2026 et a donné le résultat remarquable. Suivant, une probabilité de 99,999% que Harry soit le père biologique d'Archie. Officiellement, l'affaire aurait dû être close, mais elle ne l'a pas été. L'entourage de Williams a immédiatement remis en question la procédure. Les responsables du palais ont souligné que les échantillons d'ADN provenaient d'une partie non neutre, apparemment l'ancienne chef de cabinet de Meghan, et qu'ils n'avaient pas suivi de circuit de distribution contrôlé et sécurisé. De plus, Horizon Gene Diagnostics n'est ni accrédité par le Collège royal des pathologistes du Royaume-Uni, ni reconnu par la norme ISO
17025, la norme internationale pour les laboratoires médico-légaux d'analyse des preuves. Des sources au sein du Conseil de sécurité de la succession souveraine se sont montrées encore plus directes. L'une d'elles a déclaré que l'opération entière visait à atteindre un objectif précis et non à découvrir la vérité. Puis, un événement inattendu s'est produit. Un courriel interne du cabinet de l'avocat en charge du dossier a fuité. Ce courriel, daté du 22 janvier 2026, est rédigé par Douglas Hall, avocat de l'Oregon et expert en droits parentaux dans les familles transnationales, a été publié dans de grands journaux britanniques. Son objet était « Nous avons besoin du public, pas de la science ». What? Semble-t-il, le texte intégral du courriel. Si Horizon Gene ne publie pas les résultats d'ici le 26, il faudra trouver un laboratoire partenaire qui acceptera de les valider avant analyse. Cette validation n'a pas besoin d'être irréfutable. Il suffit qu'elle paraisse convaincante. Nous avons besoin d'éléments de preuve indirects, pas de preuves scientifiques. La Maison-Blanche se contente d'examiner des documents. Hall n'a pas contesté l'authenticité du courriel. Dans sa réponse aux médias, il a fait une déclaration vague, affirmant que le message avait été sorti de son contexte lors de la préparation de la requête de procédure. Cette explication n'a convaincu quasiment personne au palais. Le débat a été alimenté par une chronologie publiée par le bureau de Williams qui montre que l'échantillon d'ADN a été transporté par avion de Los Angeles à Londres le 24 janvier. Un échantillon identique a également été envoyé à un autre laboratoire à Zurich, sans jamais être payé ni analysé. Les enquêteurs du palais soupçonnent un retard délibéré. Les éléments de preuve laissent penser que des preuves médico-légales parallèles ont été fabriquées pour empêcher la destruction de l'échantillon. Pire encore. Le système interne du laboratoire zurichois l'a étiqueté comme « à usage pratique uniquement ». Il n'existe aucune chaîne de traçabilité officielle. Un haut responsable du ministère de l'Intérieur a commenté sous couvert d'anonymat « On dirait moins un test de paternité qu'un épisode final d'un documentaire Netflix, le MI6, la mystérieuse clinique et le retour des excréments lunaires. » Et si vous pensiez que l'histoire ne pouvait pas être plus compliquée, attendez, car c'est là que les services de renseignement entrent en scène. L'unité de surveillance de la Maison-Blanche a réactivé un rapport de renseignement secret rédigé par d'anciens agents du MI6, nom de code Dossier Sigma. Le rapport s'articule autour de l'analyse de la filiation familiale suite aux irrégularités constatées dans les finances de la famille Sussex entre 2019 et 2023. L'accent est mis sur le virement bancaire de 499 900 $ mentionné précédemment. Cependant, les conclusions de l'enquête sont encore plus inquiétantes que ne le laissent supposer les seules données financières. La clinique, dont le nom reste confidentiel, applique un modèle d'agrément médical qui ne requiert pas l'enregistrement public des mères porteuses. La Fondation facilite les naissances à l'étranger grâce à des dons d'ovocytes anonymes et des programmes de fertilité personnalisés. Les fonds transitent par des sociétés écrans créées spécifiquement pour dissimuler leur origine. La Fondation, citant une source, a déclaré que le test en question n'était pas un test standard, mais un bilan de grossesse complet, effectué 5 jours avant l'annonce de la naissance d'Archie. Outre ces informations financières, le palais a également commandé une reproduction privée de photos de grossesse datant de 2019. Meghan a été photographiée à 3 reprises le 5 mars 2019, lors de 2 événements différents à Londres le même jour. L'un à King's College et l'autre lors d'une table ronde caritative. Sur l'une des photos, son ventre paraît plein, ferme et profond. Sur la seconde, prise quelques heures plus tard, son ventre semble nettement plus plat et plus haut. Les analystes expliquent que les plis visibles sous son manteau par le froissement du tissu synthétique. Une analyse de cartographie 3D commandée par le palais a conclu qu'aucune grossesse naturelle n'aurait pu provoquer une telle modification de la masse et de la courbure en 6 heures. Un ancien conseiller royal, qui a souhaité garder l'anonymat, a ajouté un autre détail. La maternité de Frogmore Cottage était toujours en parfait état. Il n'y avait ni suivi prénatal, ni suivi postnatal. Pas même un tire-lait. Tout semblait mis en scène. Et surtout, nous ne prétendons pas que ces conclusions soient exactes. Nous affirmons que le palais le considère suffisamment digne de confiance pour agir, et il l'est effectivement. Dépouiller la monarchie et Diana de leur ombre. Le soir du 11 février 2026, une enveloppe de velours, estampillée Pedigree on A, fut remise par Buckingham Palace au cabinet. Elle contenait un ordre signé par le prince William ordonnant la fermeture immédiate de la maison royale.
Cet ordre suspendait tous les changements, ajoutes et approbations relatifs au statut royal d'Archie et de Lily. La lettre décrivait une révision complète de la lignée. William aurait fait référence à l'article 6 de la loi sur les enfants du souverain, une disposition vague mais juridiquement contraignante de 1837 qui autorise l'héritier du trône à suspendre ses prétentions à la lignée royale en cas d'ambiguïté, de confusion ou de litige. Edward Dale, ancien archiviste royal, l'a qualifiée de coup de grâce pour la lignée et a confirmé qu'elle n'avait pas été utilisée depuis plus d'un siècle. Les conséquences pratiques sont graves. Les profils d'Archie et de Lillet ont été retirés manuellement du registre royal numérique. Tous les titres, y compris ceux de duc et de duchesse, acquis officiellement après l'accession au trône du roi Charles, sont suspendus. La question du patrimoine de Diana est cruciale. Dans son testament actualisé de 1996, la princesse Diana a stipulé que ses biens devaient être partagés équitablement entre ses fils et leurs héritiers légaux. Le fonds fiduciaire de Diana est estimé à plus de 22 millions de livres sterling. Après que le statut légal d'Archie et Lily a été remis en question, des sources ont confirmé que William consultait en privé leurs administrateurs et envisageait de placer les biens des enfants Sussex dans une fiducie jusqu'à la fin de l'évaluation. La réaction de Harry a été rapportée par un ami proche. Diana n'aurait jamais laissé la paranoïa concernant sa relation éclipser son amour pour ses petits-enfants. Elle se fiait à son cœur, pas aux actes de naissance. Ce fut, semble-t-il, l'une des déclarations les plus émouvantes de Harry durant cette tragédie. Mais les autorités judiciaires restèrent inflexibles. Lord Pembroke, conseiller juridique officieux du souverain, déclara « Il ne s'agit pas d'une question de sentiment, mais de loyauté jusqu'à preuve du contraire. » Ainsi, l'ombre de Diana plane sur tous, sur ses frères et sœurs, qu'elle aimait, sur les enfants qu'elle n'a jamais connus, et sur la monarchie, en laquelle elle n'a jamais pleinement confiance. La Commission royale et le compte à rebours avant la crise. Le 12 février 2026, la Commission royale sur l'éthique et la continuité de la lignée, CRCL, a entamé ses travaux. Cet organe existe depuis 1975. Créé par charte royale, il n'a cependant jamais fonctionné publiquement. Il est composé de 7 membres, dont 2 membres éminents du comité d'éthique de la Chambre des Lords, un ancien conseiller privé, l'archevêque, un constitutionnaliste d'Oxford, le représentant légal de l'archevêque de Canterbury et un ancien officier de renseignement dont le nom n'est pas divulgué. Sa mission est de déterminer si la filiation d'Archie et Lillet satisfait aux exigences minimales légales, morales et protocolaires pour appartenir à la famille royale. Le comité a déjà demandé l'accès à toutes les versions des actes de naissance d'Archie et de Libby, au carnet de voyage de Meghan Markle de l'année précédant sa naissance, aux enregistrements des caméras de sécurité autour de Frogmore Cottage et aux copies expurgées des transactions financières d'Archwell. L'historienne royale Fiona Travers a résumé la situation. Il ne s'agit pas seulement d'ADN. Il s'agit de confiance, de tradition et de la survie de la monarchie à l'ère de la manipulation numérique. Si la Commission royale des litiges, RLUC, statue contre Archie et Litt, les conséquences seront désastreuses. Ils seront radiés définitivement du registre. Tous leurs droits à leur titre seront légalement révoqués. Ils seront exclus de toute participation future à la vie royale, des visites d'État, des célébrations d'anniversaire et de toute fonction héréditaire. Et les biens de Diana pourraient être saisis ou détournés. Pire encore, certains membres de la commission considéreraient les agissements de Harry comme une falsification de sa lignée à des fins institutionnelles, ce qui pourrait lui valoir des sanctions disciplinaires, voire la perte de son titre d'Altesse royale. Posons une question directe. La décision du RLEC doit-elle être maintenue si elle va à l'encontre des intérêts des enfants? Ou franchit-elle une limite qu'aucune institution, pas même la monarchie, ne devrait franchir? Se défend Meghan. Le matin du 12 février, l'équipe juridique de Meghan Markle a déposé une requête auprès de la Cour suprême du Royaume-Uni pour faire rejeter la plainte. Cette dernière accuse le prince William et le conseil privé d'avoir orchestré un coup d'État déguisé en test de paternité pour obtenir la garde des enfants. Les arguments juridiques étaient précis. Les enfants possèdent la double nationalité, britannique et américaine, et leurs droits sont protégés par le droit international de la famille. Il a été soutenu que le registre royal n'est pas un organisme civil d'État et n'a donc aucun pouvoir pour déterminer l'identité ou la légitimité.
point crucial. Toute action visant à radier ou suspendre les noms d'Archie et de Liette équivaudrait à une suppression institutionnelle. Les documents comprenaient des photos de la fête d'anniversaire d'Archie chez les Monteto et une lettre notariée de Tyler Perry confirmant que Meghan avait conçu, accouché et élevé les deux enfants, comme toute mère l'aurait fait face à une telle vague de protestations publiques. Meghan elle-même, restée largement silencieuse durant la procédure de la Commission royale d'examen des relations familiales, RLEC, a également accordé une interview filmée chez les Monteto et diffusée en direct sur YouTube et Instagram après le verdict. Selon des sources proches de son équipe juridique, elle défendra avec émotion sa maternité lors de l'entretien, détaillant son expérience de la grossesse et de l'accouchement, et affirmant clairement que cette recherche repose sur la misogynie, les préjugés de classe et le contrôle institutionnel. Dans l'enregistrement, elle devrait déclarer « J'ai emmené mes enfants avec moi pendant un temps. Je leur ai donné naissance et maintenant on les efface. Il ne s'agit pas d'ascendance. Il s'agit de pouvoir, de peur et de contrôle. » Le palais n'a pas commenté publiquement la demande de la haute cour. Ce silence est stratégique. L'institution ne cède pas. Au contraire, sa position est calculée. La famille est divisée. Même au sein de la famille royale, les divisions sont désormais indéniables. La princesse Anne soutiendrait pleinement la position ferme de William et appellerait à la création d'un tribunal médical royal indépendant. Le prince Edward serait profondément préoccupé par le ton employé lors de la procédure, mais estime que la monarchie ne peut se permettre d'être prise au dépourvu une nouvelle fois. La reine Camilla est restée silencieuse en public, mais aurait déclaré en privé « La couronne doit être plus forte que son scandale. » Le roi Charles était présent durant cette crise. Malgré certaines restrictions dues à des problèmes de santé persistants, à la demande de William, une lettre privée scellée, écrite par Charles en décembre 2025, quelques semaines avant son dernier examen médical, a été publiée. Son objet était « Les enfants de ce sexe et le seuil de confiance ». Le contenu du document demeure classifié, mais des sources internes soupçonnent qu'il pourrait contenir une approbation royale préalable, visant à priver d'héritage les enfants nés dans des circonstances non vérifiables et non transparentes. Un conseiller royal ayant eu accès au document a décrit Charles comme profondément troublé. Il ressentait l'amour d'un grand-père et la pression liée à son statut de souverain, mais a finalement accepté la décision de William. Selon certaines sources, Harry est tout aussi en colère et désespéré, se sentant trahi non seulement par son frère, mais aussi par l'institution qu'il considérait autrefois comme son foyer. Une source proche du palais a décrit la récente conversation téléphonique entre William et Harry comme brève, abrupte et glaciale. Il y a là quelque chose de déchirant qu'aucun texte constitutionnel ne saurait dissimuler. Frères, fils d'une même mère, hommes qui ont porté ensemble leur cercueil dans les mêmes rues de Londres, sous les yeux du monde entier. Et les voilà désormais opposés sur la question la plus importante à laquelle la monarchie moderne ait jamais été confrontée. Le sang suffit-il à faire roi? La couronne doit-elle d'abord le reconnaître? Sans oublier les projets de voyage de Harry et les risques encourus. Dans les jours précédant la décision de la RLEC, une autre révélation a été faite. Peut-être le détail le plus intriguant de toute l'affaire. Un manifeste de Passengers scellé, rendu public par les douanes de l'aéroport Heathrow, mentionne un jet privé dont l'atterrissage est prévu le matin de la Saint-Valentin, le 14 février 2026. Parmi les passagers enregistrés figure un homme adulte originaire de Windsor, nommé Henry Mountbatten. 2 enfants mineurs sont inscrits comme personnes à charge. Départ de l'aéroport de Venise en Californie. Passe de Meghan. Pas de sécurité. Pas de presse. Les responsables du palais n'ont ni confirmé ni infirmé l'information, mais des sources proches du dossier indiquent que le prince Harry pourrait rentrer au Royaume-Uni seul avec Archie et Litt pour une apparition publique auprès de la famille royale. La correspondante royale Olivia Hart a qualifié ce geste de remarquable, y voyant peut-être une nouvelle tentative de Harry pour prouver que les enfants ne sont pas seulement des parents par le sang, mais aussi liés par leur présence physique. D'autres se montrent plus prudents. Cette famille joue aux échecs, pas aux dames. Une source proche du palais a averti que cela pourrait semer la confusion. Mais si cela s'avère vrai, si Harry embarque bel et bien à bord d'un avion avec ses enfants pour retourner dans le pays, qui les a exilés à cause d'un frère qui a fait effacer leur nom des documents les plus sacrés, alors il s'agit là d'un des actes d'amour les plus discrets et les plus touchants qu'un père puisse accomplir. C'est montrer, refuser de disparaître, être vu,
Le verdict et ses conséquences pour nous tous. Le 13 février 2026. Le rapport final de la RLEC, établi après 6 jours d'examen des actes de naissance, des transactions financières internationales et des témoignages privés, a été remis à 3 personnes. Le prince William, la princesse Anne et le Lord chancelier. Les conséquences potentielles sont aussi graves que la crise elle-même. Si le comité se prononce en faveur d'Archie et Lilette, les enfants seront réinscrits au registre royal. Ils auront alors droit au titre de prince et de princesse et seront placés dans l'ordre de succession officielle. Ils recevront une part de l'héritage du fonds fiduciaire de Diana. Leurs noms seront à nouveau gravés dans l'histoire. Si le comité statue contre eux, les enfants seront formellement et définitivement déchus de leur statut royal. Ils perdront tous leurs droits légaux et cérémoniels. Toute tentative en ce sens, publiquement ou dans les médias, pourrait entraîner des conséquences juridiques. Le prince Harry pourrait faire l'objet de sanctions disciplinaires pour fausses déclarations. Et un tel précédent serait absolu, définitif et irrévocable. La définition de la légitimité au sein de la monarchie dépasse la biologie, l'amour et même le serment de paternité. L'historien Royal Miles Grayson s'est exprimé sur le sujet. La monarchie a survécu aux scandales, aux exils et aux abdications, mais la falsification de la lignée royale, si elle venait à se produire, susciterait un débat public sans précédent. Les sondages du soir du 12 février indiquaient que 62% des Britanniques soutenaient l'examen mené par la Commission de législation royale, RLEC. 47% estimaient que les titres devaient rester suspendus, tandis que 41% exprimaient leur sympathie pour Harry et considéraient les agissements de Williams comme une cruauté bureaucratique. Partout dans le monde, les hashtags. Hashtag Archie's True, hashtag Bloodline Files, hashtag Diana I Loved Them et hashtag Crown or Cause étaient en tête des tendances sur toutes les grandes plateformes. Et c'est précisément cette tension entre le cœur de la famille et la structure juridique de la monarchie qui nous oblige à affronter cette crise. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de titres royaux, d'héritage ou de résultats d'analyse douteux. Il s'agit de la responsabilité des institutions envers ceux qui les composent. Il s'agit d'une histoire de frères et sœurs, de l'incompatibilité du devoir et de l'amour. Il s'agit de l'histoire de 2 enfants qui n'ont choisi ni l'un ni l'autre, qui sont nés aimés, nommés et honorés, et qui se retrouvent aujourd'hui au centre d'un système constitutionnel qui façonnera le reste de leur vie. Nous continuerons de suivre cette décision et nous vous invitons à faire de même. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le prince William est-il le gardien d'une institution qui devrait transcender les sentiments personnels? Ou un frère qui laisse le pouvoir institutionnel l'emporter sur quelque chose de plus important? Meghan est-elle une mère qui défend ses enfants contre un système injuste? Ou bien ces questions sont-elles légitimes et exigent-elles des réponses? Et voici la dernière question que nous aimerions vous poser. Dans un monde où la science de l'ADN permet d'établir la paternité avec une quasi-certitude, une monarchie a-t-elle le droit de contester cette science pour définir sa propre légitimité? Partagez votre avis ci-dessous. Partagez cette vidéo avec ceux qui souhaitent comprendre ce qui se passe au sein du palais et abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à connaître le verdict. Le compte à rebours a commencé.